chargé de projet en agroforesterie chez Bioptère et professeur en agro-environnement à l'ITA du campus de la Pocatière, qui va nous parler des choix et arrangements de végétaux en haies brise-vent au Québec. Bonjour tout le monde. Je m'en venais de la Pocatière ce matin, puis je pensais qu'il y a 33 ans, moi j'organisais la semaine des sciences forestières. Ça me faisait tout drôle de relativiser ça. J'allais dire, j'ai perdu les cheveux depuis ce temps-là, mais j'ai pas perdu l'intérêt pour l'agroforesterie et la foresterie en général. Mon exposé d'aujourd'hui, en gros, je vais tracer un historique, premièrement, parler un peu du potentiel d'utilisation. Les critères d'efficacité, je vais passer vite là-dessus parce que je vais les intégrer dans ma présentation sur le choix des arbres et des arbustes. Là, j'ai parlé des haies brise-vent, mais je vais parler également de bandes riveraines. C'est les deux systèmes sur lesquels je travaille, moi, au Québec, depuis maintenant 1984. On va faire un petit tour en Europe, en passant, pourquoi pas, on va avoir quelqu'un qui va nous en parler beaucoup mieux que moi que tantôt. Je sais pas si vous reconnaissez la photo suivante. D'après vous, où est-ce que ça pourrait être, ça? À quoi ça vous fait penser? Non? Vous avez encore le croissant dans la bouche, là, vous ne voulez pas parler. Ça, c'est dans le nord-ouest de la France, les fameux paysages de bocage. J'ai eu beaucoup d'études de fait là-dessus, très intéressantes à l'Université de Rennes. Quand j'étais en France, parce que j'ai travaillé en France de 84-85, j'ai fait un stage à l'INRA d'Avignon. J'ai eu accès à beaucoup de données, c'est vraiment intéressant de voir l'impact que ça a eu d'enlever les bocages, parce que les bocages, il y a eu ce qu'on appelle le remembrement. Là. On a agrandi les parcelles à cause de la machinerie pour toutes sortes de raisons. Ça a eu un impact important sur l'environnement. Là, ici, je me retrouve dans la région où j'habitais. Moi, j'habitais sur la ferme qui est au centre. Ici, c'est une ferme de maraîchère. Vous voyez qu'il y a énormément de brise-vent, beaucoup de cyprès. Puis le vent qui souffle porte le même nom que le centre commercial qui est là-bas, c'est le Mistral. Qui souffle du nord-nord-ouest, un vent assez important, là, qui peut souffler par épisode de 3, 6, 10 jours de temps sans arrêt, nuit et jour. Là. Je vous garantis, moi, j'étais pas habitué à ça. J'ai eu plus froid en France en janvier 85. Il faut dire qu'il avait fait particulièrement froid cette année-là. Au Québec, cette semaine. On est en Chine. Les Chinois, ils font rien comme les autres. C'est toujours des chiffres astronomiques. Si on parle de 1 million d'hectares de shelter belt, c'est de haies brise-vent, en tout cas. Un autre terme pour les haies brise-vent dans le nord-est de la Chine depuis 1978. On se retrouve ici en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, où il y a quand même un arbre qui est assez intéressant, qui s'appelle le pin radiata, qu'ils utilisent beaucoup. Puis finalement, on se retrouve en Amérique. Ça, c'est un témoignage. Si vous voulez avoir du plaisir, allez sur Internet, puis tapez Dust Bowl, puis là, vous pouvez aller chercher des chansons. Le Dust Bowl, ça s'est passé dans les années 30. Il y a eu des années sèches, plusieurs années sèches en succession. Puis il y a eu des nuages de poussière qui se sont déplacés. Finalement, Washington a décidé d'intervenir quand ils ont eu de la poussière, ça c'est la rumeur urbaine, sur les bureaux à Washington qui venaient du Midwest américain. Fait que c'est un peu le début de l'intervention des haies brise-vent, je vous dirais, à grande échelle en Amérique. Là, on est en Saskatchewan, qui a été également victime du Dust Bowl. Il y a eu plusieurs milliers de kilomètres de haies brise-vent qui ont été installés autour des bâtiments, mais également dans les champs. En Ontario aussi, il y a eu... Ontario, je vous dirais tout l'est du Canada pour y avoir travaillé. Ça ressemble pas mal à ce qui se passe au Québec, là. C'est pas mal semblable, mais en Ontario, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils plantaient beaucoup de cèdres et d'épinettes. Une des raisons principales, c'est avoir moins d'interférences qu'ils disaient avec les cultures. Moi, ça m'avait un peu choqué, entre guillemets, quand je suis allé là, parce que je leur avais dit, puis d'ailleurs, ils m'avaient regardé de travers, parce que j'enseignais là-bas. Je leur disais que, il me semble que vous avez des super feuillus, vous devriez mettre ça dans vos haies plutôt que mettre du cèdre puis de l'épinette. Puis finalement, dans les brise-vents qu'on a fait, parce qu'on en a fait là-bas, on leur a montré, puis on a des beaux exemples que ça pouvait se faire, puis de façon très intéressante. Ça, c'est à l'île du Prince-Édouard. Si jamais vous allez là aussi, beaucoup de beaux réseaux d'épinettes, beaucoup d'épinettes blanches qui poussent là. Mais ils sont aux prises avec le renouvellement de ces haies. Ça va poser un problème, là. Il faut qu'ils se penchent, là. Par quoi ils vont remplacer toutes ces épinettes-là qui, dans certains cas, commencent à vieillir. Mais c'est de toute beauté de voir ça. Contrairement aux îles de la Madeleine, il y a une mentalité assez différente. Aux îles de la Madeleine, on a beaucoup coupé des arbres. Là, c'est difficile de remettre des arbres quand on a trop coupé parce que le vent est tellement fort.
Au Québec, les premières haies vraiment qui ont été installées en réseau, c'est dans la région de la Naudière. Puis la raison principale, protéger la culture du tabac. Culture très sensible au vent. Comme les gens fument moins aujourd'hui, il n'y a plus de tabac qui se fait dans ce coin-là. Par contre, les gens ont remplacé par des cultures de pommes de terre. Dans bien des cas, on a conservé quand même les haies. Je peux vous dire que c'était des haies qui sont rendues assez hautes. Là. On parle de 20 mètres, beaucoup de pins blancs, entre autres, là, qui ont été plantés là-dedans. Ce qu'on a plutôt assisté au Québec, comme un peu partout dans l'est du Canada, ça a été plus au déboisement des terres agricoles. Déboisement pour agrandir les superficies cultivées. J'ai déjà compté dans Saint-Hyacinthe jusqu'à 28 km sans arbres, sinon un arbre d'Amérique qui est en train de mourir. J'avais fait ça avec Yvon Pesant, qui était conseiller régional en géographie là-bas au MAPAC. Il y a aussi la question que pour pouvoir utiliser la machinerie qui était de plus en plus imposante, moi, il y a une des contraintes dans les terres noires, par exemple, du sud du Québec. Les gens me disent on ne veut pas d'arbres à cause que quand on tourne avec nos rampes de pulvérisation, on peut accrocher des arbres en passant. Mais ça fait partie de la réalité de l'agriculture qui s'est beaucoup spécialisée puis qui utilise des machineries de plus en plus grosses pour augmenter l'efficacité et la productivité. Ça a causé des problèmes d'érosion des sols au Québec assez surprenamment. Là. En 85, nous, on a commencé à intervenir en 85 là-dessus, dans le sud du Québec, que ce soit dans la région du centre, ici à Nicolette, ou dans les terres noires du sud du Québec. Donc, à ce moment-là, au milieu des années 80, il y a eu des subventions qui ont été données aux producteurs agricoles qui plantaient des haies pour réduire l'érosion des sols. Mais en 90, il y a eu des coupures budgétaires, il n'y a plus de subventions. Moi, je travaillais sur les brisants, j'avais été engagé par le MAPAC à travailler sur les brisants. Là, je suis retourné à l'enseignement pendant un bout de temps, mais j'ai continué à faire des projets malgré tout. Puis en tournant du siècle, il y a eu un regain d'intérêt pour les haies, principalement à cause de la protection des routes. Le ministère des Transports, je ne sais pas si vous remarquez, quand vous allez maintenant de la Pocatière à Québec, c'est très bien protégé de chaque côté. À Saint-Vallier, on n'a plus les problèmes qu'on avait avant autant. Puis ça, c'est confirmé par ceux qui entretiennent les routes. Là. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est des choses qu'on remarque peut-être pas, mais ceux qui sont là depuis un certain nombre d'années voient la différence. Là. Moi, ce matin, là, ils vantaient, mais aucun problème. La route était sur l'asphalte. C'est des brisants qu'on a installés il y a peut-être 7-8 ans. Ça prend pas de temps que tu peux régler tes problèmes au niveau des routes. On a eu beaucoup de projets au niveau pour la réduction des odeurs. Au départ, quand on m'avait approché, c'est Camille Desmarais m'avait approché là-dessus. J'y croyais plus ou moins qu'on pouvait réduire les odeurs avec l'implantation de haies brise-vent. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses dans la littérature qui avaient été faites là-dessus. Finalement, il y a eu une revue de littérature qui a été produite par l'USDA, très intéressante là-dessus, si jamais vous voulez la consulter. Nous, on s'est embarqué dans un programme de formation avec le Conseil canadien du porc, Fédération québécoise des producteurs de porc du Québec, l'ITA. De 2003-2008, on a donné 75 heures de formation à différents intervenants, agronomes, ingénieurs, un peu partout dans l'Est du Canada. 26 sites de démonstration ont été mis sur pied. On a fait un fascicule pour les producteurs, un CD-ROM, puis un site web. Si jamais vous voulez le consulter, là, il y a plein d'informations là-dessus. Il y a eu le portrait de l'agroforesterie qui a été fait par Debat et Hall en 2007, qui nous dit qu'il y a 400 km de haies qui ont été implantées entre 2002 et 2005. Moi, je vous dis, depuis 1985, c'est à peu près un chiffre qui se maintient au Québec, qui se plante environ 400 km de haies brisant par an. Potentielle utilisation, je pense que tu en as parlé tantôt, David. Je vais aller assez rapidement là-dessus. Vous voyez, ça c'est un exemple. Ça, on est à ce moment-ci au début de la saison de 1988, je crois. Ouais. Il y a des tempêtes de terre noire. On estime qu'il y a environ 7 mm de sol, selon Parent, l'Université Laval, qui pouvaient partir au vent chaque année. C'est quand même 7 mm, c'est pas loin du centimètre. Comme les dépôts de terre noire ne sont pas tellement épais, on nous avait approché, je disais, écoute, il faut faire quelque chose. Nous, on avait planté, je me souviens, ça c'est le premier brise-vent qu'on a planté dans cette région-là. Sur taillis plastique, on arrivait avec une technologie qui était nouvelle ici au Québec, mais absolument pas nouvelle ailleurs, en Europe, en Angleterre, en France. Puis on avait planté, je me souviens, ils nous avaient payé le lunch, puis on plantait du peuplier bride en plançon, puis du saule viminaliste en bouture. Quand on a fini de planter, il dit, c'est ça votre brise-vent. Il nous a quand même payé le lunch. Fait qu'il y avait vraiment confiance que ça allait faire quelque chose. 2 ans après, c'était le brise-vent, c'est ça qui avait de l'air. Fait que si vous regardez, ça c'était un champ de céleri
qui est protégé par le vent. Puis si je regarde à travers le brise-vent, de l'autre côté, il venait d'avoir une tempête de vent, puis on voit que le champ, dans cette partie-là, il avait subi un problème d'érosion. Puis ressemer, c'est toujours assez embêtant. Ça coûte cher, mais il faut le faire. Là. Du côté du producteur, lui, il était très content, Patrick Van Winden, de ce brise-vent-là. Ce brise-vent-là, il était composé de peupliers hybrides dans les terres noires, qui est un milieu très difficile pour un forestier, parce qu'il n'y a rien de comparable. Terre noire drainée, là, on ne voit pas ça souvent. Là. Ces brise-vents-là ont fait 2 mètres de croissance par année pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, tous les peupliers sont morts. Là, on a fait venir tous les experts en peupliers du Québec. On n'a jamais trouvé la raison pourquoi exactement ces brise-vents-là, ces arbres-là étaient morts. Heureusement, il y avait du sol viminalis qui poussait à côté. Donc, ça, je vais revenir tantôt dans le choix des végétaux, d'avoir plus qu'une espèce, c'est une assurance de protection. Au niveau des rendements, la littérature témoigne de façon abondante des augmentations de rendement occasionnées par les haies brise-vent. Une des principales raisons, selon il y a un chercheur anglais qui s'appelle John Grace, c'est la réduction des bris mécaniques au niveau des fleurs, des feuilles ou des fruits. La pollinisation, très important. Moi, parmi dans tous les cas que j'ai faits au Québec, puis en Ontario, dans les maritimes, ceux que je trouve qui connaissent le plus les haies brise-vent, c'est les producteurs de bleuets. Eux, ils sont très, très, très compétents là-dedans parce qu'ils reconnaissent l'impact des haies sur la question de la pollinisation. Même qu'ils veulent qu'on introduise dans nos haies des espèces qui vont permettre de garder les abeilles ou les mégachilles, parce qu'ils ont des tentes de mégachilles qui vont pour garder ces insectes-là dans les champs à l'aide des espèces qu'on va mettre dans nos haies. Puis aussi, la réduction de la vitesse du vent fait que les abeilles travaillent beaucoup mieux quand il n'y a pas de vent. Puis comme il fait plus chaud, généralement, dans la parcelle qui est protégée, les abeilles travaillent mieux aussi. La question de la neige, vous connaissez, c'est fondamental. Regardez, cette année, on va avoir des petits problèmes avec la luzerne, probablement. Là. Il y a beaucoup de champs il a fait très, très froid avec pas beaucoup de couverture de neige au sol. Donc, on s'attend que ça va être problématique. Par contre, si vous aviez des haies brise-vent qui sont bien aménagées, à ce moment-là, dans une certaine couverture de neige qui va peut-être vous sauver de certains problèmes. Ça, c'est un tableau qui traite des augmentations de rendement. Faut prendre ça. Écoutez, moi, ça fait plusieurs études que je fais actuellement sur les rendements. Puis là, j'en ai une campagne en cours dans la Côte-du-Sud pour les fourrages et céréales. En Montérégie, j'ai 3 ans de maïs. On fermait la 3e année. Puis au Lac-Saint-Jean, on en a aussi dans le fourrage céréales, même du maïs cette année, ce qu'on a fait au Lac-Saint-Jean. Les résultats sont assez surprenants. Pas nécessairement dans le sens de la littérature, mais je peux pas trop vous en parler parce qu'on n'a pas fini de compiler de nouveaux statistiques, mais à première vue, ce qui est difficile, c'est qu'on a des brise-vents assez hauts, à hauteur de 10 mètres parfois, puis l'effet de sol, les variations de sol viennent masquer l'impact que pourrait avoir la haie brise-vent au niveau des rendements. Parce que les rendements ne sont pas juste affectés par le vent, ils sont affectés par le drainage énormément, et par le type de sol. Fait. À ce moment-là, c'est difficile pour nous. On était un petit peu surpris des résultats. Mais ça va sortir, là, c'est juste une question de temps. Là, je suis en train de finir ça. Cette semaine, on va être pas mal avancé au niveau de la rédaction des. Puis on aimerait ça présenter cette année à Charlottetown, dans le colloque nord-américain d'agroforesterie. Mais normalement, la courbe qui est vraiment standard qu'on va voir dans la littérature, c'est que vous avez une perte de rendement près de la haie. Ça, on l'observe dans nos recherches cette année, c'est la même chose. On a une perte de rendement qui va s'étaler, je dis jusqu'à une fois à la hauteur, mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que, en tout cas, on en parlait tantôt au niveau des racines, c'est pas tout à fait ça. D'après moi, c'est une des grosses raisons des pertes de rendement près du brise-vent, c'est souvent les producteurs n'élaguent pas les branches du bas, ce qui fait qu'on peut pas passer pour cultiver. Il y a pas de lumière qui s'en vont là parce que les branches ne sont pas élaguées. Dans un projet que j'ai fait à Rivière-Ouelle, où on a coupé les branches du bas pour permettre à la lumière de passer, puis pour permettre aux producteurs de pouvoir cultiver, les pertes de rendement sont moins grandes. Parce que dans certains champs de maïs que j'avais, là, les gens ne cultivaient pas sur 5 mètres à côté de la haie à cause des branches qui s'en allaient de chaque côté. L'entretien, là, c'est super important. Je pense que tu as abordé ça. Les producteurs n'ont pas toujours le temps, ils ont tellement d'ouvrages, mais faut que ça soit fait. L'impact sur les rendements, donc, c'est variable selon les cultures. On sait que les cultures où l'aspect pollinisation est important, le bleuet, par exemple, les cultures de petits fruits, il n'y a aucun doute que les brise-vents ont un impact positif. Par contre, si vous prenez du blé, si vous prenez du maïs, c'est pas la même réponse qu'on obtient. C'est variable selon les années, en fonction du climat. Naturellement, si vous avez une année qui est venteuse et sèche, ben, vous pouvez vous attendre à avoir un effet positif.
Autour des bâtiments d'élevage, on en a implanté beaucoup. Puis ça, j'aime ça parce que quand je vais voir les producteurs qui en ont implanté, ils sont toujours contents. J'en ai pas vu beaucoup qui m'ont dit, André, j'ai fait une erreur en faisant ça. Puis les sondages qu'on fait autour, c'est parce que on fait des sondages après 10-15 ans, on s'est dit, dans la région chez nous, on a 32 producteurs qu'on a consultés. Sur les 32, 80% des producteurs qu'on a consultés, que ce soit pour les champs ou les bâtiments, nous disaient, si c'était à refaire, on le referait. Donc, ça, pour nous, c'est un gage que l'entreprise qui avait été faite à ce moment-là de planter est une bonne chose. Donc, autour des bâtiments d'élevage, on a plusieurs cas. Ici, vous avez à Sainte-Louise, pas loin de chez moi. C'est un brisement de peupliers et d'épinettes. Puis le producteur me dit, une des grosses choses que j'ai remarqué, moins de neige dans mes vannes, là où il y a l'entrée d'air de chaque côté. C'est des bâtiments, c'est pas des bâtiments à ventilation naturelle, la plupart c'est bâtiments à ventilation forcée. Si jamais vous avez installé une haie, posez la question, est-ce que c'est bâtiment à ventilation naturelle ou forcée? Parce que si c'est ventilation naturelle, vous ne mettrez pas des arbres proches, là, parce que là, vous allez bloquer la ventilation naturelle. Ici, c'était à Saint-Roch-des-Aulnay, chez un producteur qui, lui, a planté 15 km de haies brisants chez eux. Christian Jonca, puis Christian il me dit, moi, c'est le jour et la nuit pour la qualité de vie. J'aime ça entendre le vent dans les arbres, j'aime ça entendre les oiseaux le matin. J'ai plus besoin de mettre de clôture à neige pour protéger mon chemin. C'est des critères qui fait que ce producteur-là est un convaincu maintenant de l'utilité de ça. Ça, c'est la ferme Ménard dans la région de Porcine, dans la région de Lanaudière. Grosse ferme, lui. Vous voyez, ces brisants-là, on pourrait se faire sur 5 à 6 ans. Regardez la hauteur. L'introduction d'herbes à croissance rapide est un facteur motivateur pour les producteurs parce qu'ils voient que ça pousse, puis ça les encourage à entretenir la haie. Ici, un autre brisement, il me semble que c'est M. Fluet en Saint-Hyacinthe. Vous voyez, dans ce cas-là, on avait des chênes, on avait des rosiers rugueux près de la serre parce que ça dégage une bonne odeur près de pas de la serre, mais puis on avait des épinettes. Pourquoi l'épinette? C'est pour avoir une protection durant l'hiver parce qu'on veut réduire les coûts de chauffage aussi. On pense qu'on peut réduire les coûts de chauffage de 10%. Je sais pas si vous savez comment ça coûte chauffer une porcherie, ça peut coûter jusqu'à 20-25 000 $ par année. Fait que la réduction, à ce moment-là, elle peut être intéressante. Là, c'est notre projet dans l'ouest, pas dans l'ouest, en Ontario, pas loin de Cambridge. Vous avez une porcherie, on a de la misère à voir. Mais ça, c'est vraiment le dernier système, celui qu'on préfère, un système à 3 rangées, composé au centre de peupliers avec des pinettes, puis des arbustes et des chênes, et ça a très, très bien poussé. Au bout de 15 ans, on va couper les peupliers, puis on va se retrouver avec un système à 2 rangées. C'est un système qui va être parfait, qui va avoir l'espace, puis il devrait suffire pour au moins 60-70 ans encore. Producteur ici de bovins de boucherie, il me contait une anecdote, il pouvait savoir d'où venait le vent juste en regardant comment le bétail se déplaçait dans la journée. Fait que si le vent venait du nord, il trouvait ces animaux qui se déplaçaient vers le brise-vent qui était du côté nord. Alors, pourquoi qu'on installe? On a observé des gains en poids et un taux de mortalité plus faible chez les bouvillons lorsqu'il y avait protection par des haies. Au niveau du bruit, souvent les gens nous demandent est-ce qu'on peut planter des haies et réduire le bruit. Effectivement, on va réduire le bruit, mais pas de façon significative. Il faut y aller avec des systèmes. Maintenant, Michel Labrec de l'IRBV propose un système où c'est des caissons en bois, structure en bois, puis là, on met de la terre puis ils mettent des boutures de saule, des grands plançons de saule. Mais à cause de la terre, on réussit à réduire le bruit. Sinon, vous allez réduire de près 20-25% le volume de décibels. Puis votre réduction va être d'autant plus forte que vous allez être proche de la source de bruit. Ça, au Québec, c'est fondamental. La neige. Toutes les routes nord-sud au Québec bénéficieraient d'avoir une protection par des haies brise-vent. Puis au niveau des municipalités, les biens et services environnementaux que ça peut amener, d'en parler tantôt, ça, c'est considérable. Moi, j'habite à une petite municipalité, 700 habitants, c'est pas beaucoup. Mais 20% de notre budget est consacré au déneigement, à l'entretien hivernal des chemins. 20%. Ça veut dire que si on est capable, puis ce qui est particulier, c'est un territoire qui est assez grand. Fait quand la charrue part de chez nous pour aller sur un chemin, la route Elgin, qui est à 3-4 km, puis quand ils vendent, comme ils ont vendu cette semaine, il est toujours en train de s'enneiger. Les lames de neige dans le chemin, il faut les tasser, mais là, tu peux mettre un gars là-dessus pour la journée, là. Il faut qu'il retourne souvent. Là, vous comptez le fuel que ça prend, etc. C'est évident, ça, ce qu'il faut faire, par exemple, c'est de convaincre les producteurs, parce que là où on doit planter la haie, c'est dans le champ du producteur. On peut pas la mettre direct sur le bord de la route, on va amener plus de neige sur la route.
Donc, il faut s'organiser pour convaincre le producteur, puis c'est là qu'il faut donner, dire au producteur. Ça nous coûte, mettons, si on est capable de faire une économie de 20%, ben à ce moment-là, on peut, à ce moment-là, transmettre une partie de l'économie au producteur. Ça veut dire qu'on lui paye complètement sa haie, puis en plus, on lui donne un dédommagement pour la perte d'espace cultivable. Un exemple de protection des routes, un projet qu'on a fait à Saint-Alexandre de Kamouraska. Vous avez ici la section 11, une section qui est à l'abri du vent, naturellement, en plein bois. Puis une section qui était dans le vent, une section très exposée. On voit ici, on voit plus ou moins bien là-dessus, mais ce qu'on a vu, c'est qu'un impact de la zone boisée, c'est le nombre de passages de machinerie. Je demandais aux gens qui étaient sur la charrue. En 2008, vous vous souvenez, c'est un hiver extrêmement neigeux, mais pas très venteux. C'est ça qui est spécial. C'était peut-être pas le meilleur hiver pour faire cette étude-là, mais quand même, malgré tout, ce qu'on a observé, là, si je vous dis ça de façon synthétisée, c'est que on a réduit le passage de machinerie d'environ 30% dans les zones où c'était boisé, qu'il y avait une protection. Parce que ce qu'on voit ici, boisé comme ça, c'est pas le meilleur système, parce que ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de mettre plus de sel. À cause de l'ombre causée par les arbres, la chaussée devient plus glissante. Il faut s'éloigner d'une certaine distance, justement, pour faire d'ombre sur la chaussée. Mais il reste que quand même, dans cette zone-là, il n'y avait pas besoin de passer aussi souvent que dans la zone qui était ouverte. Puis on a évalué ça à 30%. Ça crée au niveau d'un BSE, c'est assez important au niveau économique. Prélèvement dans la haie, on s'est beaucoup intéressé à ça, que ce soit au niveau de la biomasse, du bois et des fruits. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on cherchait, c'est un moyen que la haie puisse se faire entretenir par le producteur. Puis on voulait éventuellement qu'il y ait des coopératives. Il s'en est formé une coopérative dans notre coin qui ramasserait, par exemple, les fruits mais qui s'occuperait de l'entretien de la haie. Je vais vous arriver tantôt avec des données là-dessus. Biodiversité, tu en as bien parlé tantôt, je ne reviendrai pas là-dessus. La captation de carbone, c'est aussi un service environnemental très important quand on l'étudie à l'échelle d'un bassin versant. On le fait dans un de nos projets avec Éco-Ressources, là. Puis avec des bandes riveraines boisées puis un réseau de haies brise-vent, la quantité de carbone, de CO2 séquestré peut être considérable, puis amener des biens environnementaux remarquables. Une haie de 3 rangées, là, ça peut séquestrer 300 tonnes de carbone, de CO2, par kilomètre sur une période de 40 ans. Les inconvénients, très bien parlé, tantôt David, on ne revient pas là-dessus. Une longue introduction pour arriver à ça, mais je me suis permis de faire quand même quelques petites parenthèses qui touchaient le choix et l'arrangement des végétaux. Ce qu'il faut regarder pour une haie, c'est d'abord à quoi je m'adresse. Qu'est-ce que je veux protéger? Est-ce que c'est des cultures? Est-ce que c'est des routes, des bâtiments, des animaux? Ici, quand c'est des cultures, on s'est aperçu qu'une porosité estivale de 40 à 50%, c'était très bien. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y avait 40 à 50% de vide dans la haie. C'est pas toujours facile à... Mes étudiants me demandent souvent, oui, mais comment tu évalues ça? Ben là, je dis, tel espacement nous donne ça. À peu près. Il faut faire attention parce que vous avez la porosité optique qui correspond pas toujours avec la porosité réelle. Mais quand c'est une haie d'une rangée, comme on fait généralement pour les cultures, c'est assez facile d'évaluer la porosité. C'est facile. On peut la photographier aussi puis envoyer ça sur un système de traitement d'image, puis on peut l'avoir. Mais je vous dirais que pas aller, des fois dans les cultures maraîchères, je vous conseillerais de pas aller trop dense parce qu'il fait tellement chaud durant l'été dans les terres noires que les gens, quand la haie est trop dense, ils n'aiment pas ça travailler proche de la haie. Une raison, c'est spécial, mais l'autre raison aussi, c'est une question, ça peut entraîner, quand c'est humide, la prolifération de certaines maladies fongiques. Je pense en pomme de terre, même qui vient de m'échapper, mais en tout cas, peu importe, là, on avait déjà noté qu'il faut faire attention d'avoir des haies. Il faut que le vent passe à travers la haie. Parce que si vous avez un mur, ça fait une haie qui a une protection sur une courte distance. Durant l'hiver, pour répartir la neige, vous allez peut-être rire, mais c'est ça qui le baisse. Ça fait une belle couverture de neige. Puis, pas de feuilles. Si vous mettez des épinettes, vous allez trapper la neige beaucoup. Surtout si c'est la première haie en aval, en amont. Si vous avez un réseau de haies, l'impact est différent. Parce que là, vous avez plusieurs haies qui trappent la neige. Idéalement, on fait un espacement de 3-4 arpents. Je sais qu'il y a beaucoup d'Européens ici. Un arpent, ça correspond à peu près 62-63 mètres. Mais c'est la façon que les terres elles sont divisées ici, dans la plupart des régions du Québec. Puis,
Les modèles de haies, maintenant, pour les cultures, on pense, des fois, ça va être des arbustes seulement. Des arbres seulement, pour regarder les arbres et les arbustes. Pourquoi des arbustes seulement? Ben, c'est quand on a à protéger des petites surfaces, des fraisières ou des bleuetières, par exemple. Dans le cas où l'aspect pollinisation est important, puis on veut introduire des espèces comme des arbustes, puis quand on veut produire des petits fruits, c'est toutes des raisons qui justifient d'avoir une rangée d'arbustes. Tantôt, on parlait d'arbousiers, on va en voir un autre. On a fait une étude de 2004 à 2006 sur 10 arbustes. Toujours on s'est dit, on va avoir des coopératives qui vont ramasser les petits fruits, puis ils vont s'occuper en même temps de l'entretien. Ils vont se payer de cette façon-là. Puis on a testé, on avait l'arbousier, on avait la mélanchier, rosier rugueux. Lui, on l'a testé pour ses feuilles qui sont très intéressantes. C'est le myrique baumier. Puis on avait aussi l'aronia. Les meilleurs résultats qu'on a obtenus, c'était avec l'aronia noire, qui pouvait nous donner jusqu'à, je vous dis, 6 kilos par plant, sans entretien. C'était assez remarquable. Puis d'année en année, il est très rustique, puis il nous donne ces bons résultats-là. Le sureau aussi est intéressant. Le problème avec le sureau, c'est comme ça, avec tous les petits fruits, c'est le marché. Un jour, le marché peut être très bon, mais si tout le monde se met à en produire, ça fait baisser le marché. En tout cas, c'était pas évident, parce qu'au début, quand on a commencé avec le sureau, on avait un très bon prix. Après ça a baissé. Là, ça remonte un petit peu. Il faut suivre le marché. Ça, c'est le Vium trilobé, ce qu'on appelle le Pimbina. Lui, il donne beaucoup de fruits, mais on n'a pas réussi à faire quelque chose à part de la gelée. Développer un nouveau produit, là, ça se fait pas en 5 semaines. Rosier rugueux, qui est très intéressant au niveau, parce qu'on peut à la fois consommer les pétales et consommer sans affecter la production du fruit. Il y a des restaurants à Québec qui vont utiliser les pétales. Tandis que le fruit, ben, c'est une autre chose, c'est plus difficile. Mais ce que je parlais tantôt, on échangeait là-dessus, il y a toute une possibilité de trucs qu'on ignore encore, mais ce qu'il faut regarder, est-ce qu'il donne beaucoup de fruits? Effectivement, il donne beaucoup de fruits. Donc, quelle molécule là-dedans on pourrait aller chercher qui pourrait servir tant pour produit nutraceutique ou autre? Physocarpe, c'est beaucoup employé en abrisement parce qu'il est très résistant, mais à part ça, il donne pas grand-chose de spécial. Ici, vous avez l'argousier, voyez-vous, après 6 ans dans l'argile, mais dans le sable, il pousse bien aussi. L'argousier, dans ce cas-là, c'est des argousiers épineux, un peu moins intéressant pour le producteur avec ses tracteurs et ses pneus. Parce que les épines, des fois, peuvent entraîner des crevaisons. Mais dans le cas ici, on avait un plant mâle, là, je crois, pour cette plante femelle. Puis ça s'est avéré quand même très intéressant comme haie brise-vent. Au niveau de la production de fruits, je vous dirais que ça n'a pas été comme on pensait exactement. Mais c'est compliqué à ramasser le fruit là-dessus, il faut voir que c'est pas si compliqué. Vous avez peut-être déjà vu à la semaine verte, là, quand ils coupent les branches, ils mettent ça au congélateur, puis ils récoltent les fruits après, mais c'est de cette façon-là qu'on fait ça actuellement. Beaucoup de promesses pour cet arbousier-là, allons voir ce que l'avenir va nous donner là-dessus. On a aussi du noisetier hybride, très intéressant les résultats qu'on a obtenus sur des belles productions de noisettes au bout de 6 ans. Ce qu'on avait fait avec ce noisetier-là, on avait tenté une expérience, on les a inoculés avec des champignons parce qu'on voulait produire de la truffe. On a réussi le premier stade en laboratoire, on les a amenés sur le terrain, ils ont survécu, mais c'est pas fini. C'est extrêmement complexe cette expérience-là. J'ai rencontré des gens de Guelph qui travaillaient sur la même chose que nous autres. C'est toujours intéressant quand on va en Ontario pour échanger là-dessus. Mais la partie n'est pas gagnée. Mais il reste que si on ne fait pas de projet, si on n'essaye pas, on n'aura rien. Déjà, d'avoir des noisettes, on était très, très contents. Dernièrement, ça, c'est une haie de saule viminalis, ça se passait aux 2 mètres, 8 ans après plantation. Moi, je joue au hockey avec ce gars-là, puis il me dit, un moment donné, moi, j'étais un peu tanné de ma haie, elle commence à prendre trop large, puis elle devient moins belle. Puis effectivement, le saule viminalis, après un certain temps, j'ai observé des problèmes de charançon dedans. Ça lui donnerait une bonne... Ça serait bon qu'il soit rajeuni. Ça fait que là, j'ai dit, écoute, je vais aller te rajeunir ça. J'avais un projet de commercialisation en cours avec le BioBaler que vous voyez ici. C'est un appareil qui est tiré par un tracteur qui fait des balles rondes, puis on peut rentrer dans les arbustes pour faire des belles balles rondes de saule. On en a fait on avait 850 mètres de long, une rangée, planté 2 mètres, on a fait 827 balles, 7 tonnes métriques anides qu'on a calculé avec toute l'humidité, etc. Pour une seule rangée de 850 mètres de long. Puis ces balles-là vont être brûlées ce printemps
On va avoir une analyse de fait là-dessus. On a un projet avec l'IRDA puis la Coop fédérée. Puis on va regarder quelle chaleur ça devrait me donner. Éventuellement, ça devrait être bon. On a rencontré d'autres problèmes avec le sol, dont je ne parlerai pas ici, parce que c'est assez complexe. C'est au niveau de l'approvisionnement, c'est le conditionnement nous a causé certains problèmes. Le matériel qu'on a conditionné, parce qu'on l'a fait pour 2 poulaillers, n'a pas donné les résultats qu'on espérait. Mais ça, ça aussi, c'est en train d'être écrit, là, les rapports de ça. Mais moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on passe là-dessus, puis ça va retiger, puis ça va donner, comme vous voyez, ceux-là aussi ont été, c'est un autre brise-vent de saule avec du physocarpe, ce fois-là, qu'on a recépé, puis ça a très bien retigé après recépage. Donc, pour le producteur qu'on voyait ici tantôt, lui, il y avait plusieurs brise-vents. Ça, c'est dans la plaine de la Pocatière, il vente en Saint-Citron. Puis, ces brise-vents qu'on a fait avec du chêne, puis tout ça, ça a pas levé comme on pensait. Ils sont pas pires, mais les conditions de vent sont tellement fortes que c'est très difficile pour les arbres de croître comme il faut là-dedans. On peut avoir des belles espérances, là, mais il y a des situations où le vent très très fort en bordure du fleuve permet pas d'atteindre avec une seule rangée ce qu'on avait espéré avoir. On parlait tantôt de l'importance de captation du phosphore. On parle de M. Monsieur ici qui posait la question qui était pertinente. Ça, c'est une étude qui a été faite avec du saule à l'île du Prince-Édouard par Bill Schroeder et son groupe PFRA. Puis ce qu'ils ont montré ici, c'est que le saule pouvait effectivement capter une bonne quantité de phosphore et d'azote. Puis ils montraient aussi que le fait d'avoir été recépé avait une meilleure 20 minutes, 10 minutes, pas de problème. C'est aussi la quantité de biomasse produite là, qui correspond à des quantités à l'hectare assez considérables, mais il faut dire que c'était situé, ça c'est un champ de pommes de terre. Le champ de pommes de terre, vous savez, il y a pas mal d'azote qui descend de phosphore qui descend du champ, qui se retrouve dans la bande riveraine. Mais on a eu, avec des espacements assez faibles, d'excellents rendements. Là. On parle de 20 tonnes à l'hectare par année de rendement dans ces bandes riveraines. Donc, pour nous, c'est assez prometteur d'utiliser le saule comme ça en courte rotation. Ça ne veut pas dire qu'on va faire une bande riveraine composée uniquement de ça, mais ça pourrait être une partie d'une bande riveraine qui serait plus large que ce qu'on observe actuellement. Actuellement, la bande riveraine qu'on voit, là, c'est une rangée, généralement, parce que les producteurs ne veulent pas trop d'espace. Mais avec un brise-vent, mettons, avec une bande riveraine qui aurait une composante arborée et des saules comme composante arbustive qu'on récoltera 3 ans, ça nous aiderait probablement peut-être à payer nos coûts d'entretien. La haie dont je vous ai parlé tantôt, là, les rendements étaient intéressants, 27 balles qu'on a dit pour 850 mètres, 7 tonnes, mais si ça avait été planté selon le nouveau modèle que je fais, avec des boutures aux 75 cm sur le rang, 0,5 mètres sur le même pays, on aurait eu des meilleurs rendements. Ça, c'est certain. Puis on n'attendra pas 8 ans avant de récolter, ce qui a ralenti l'efficacité de notre opération. Feuilles nobles sur une rangée, ça a été la première raison au départ. Moi, quand on a commencé, on a planté du feuillu. Ça, c'était vraiment ça qui nous attirait, c'était la qualité du bois. Protection de grande culture aussi, parce qu'on avait quand même un environnement où il y avait quand même du feuillu. Dans le sud du Québec, l'agriculture, elle se trouve en milieu feuillu. C'est pas du conifère qui pousse. Au fil des ans, on en a planté plusieurs. Vous voyez, ça, c'est un brisement de chêne et de frêne à Saint-Aubert de Kamouraska. Les gens disaient même, je me souviens même qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, ça ne poussera même pas le chêne dans votre coin, puis on a des excellentes croissances de chêne. Vous avez chêne à gros fruits ici, qui poussent très très bien aussi, à la fois dans le sable et dans l'argile. Au lac Saint-Jean, ça, c'était mélèze épinette espacée au 1,5 mètres. Vous allez dire, il n'y a pas beaucoup de feuilles neutres là-dedans, mais c'est quand même, le mélèze, on le considère comme un feuillu. Puis, dans ces cas-là, il avait planté beaucoup trop serré. Moi, je me souviens d'être allé l'année passée, donner un cours le vendredi. Après le cours, le lundi matin, les gars commençaient tous à tailler leur haie. C'est des gens motivés là-bas. Il y a 300 km de haies plantées en bordure du lac Saint-Jean. C'est assez intéressant. Donc, ce qu'on a revu au fil des ans, c'est d'avoir des modèles où est-ce qu'on avait des arbres. Des fois, en plantant, mettons, si vous plantez un chêne avec un mélèze, par exemple, un chêne, un mélèze, aux 2 mètres, parce que c'était un peu au départ, c'était ça qu'on faisait. Là, on est rendu aux 3 mètres, on espace plus nos arbres. Si vous avez à couper un arbre, vous allez perdre votre diversité si vous les plantez. Mais si vous les plantez 2 par 2, vous ne perdrez pas votre diversité parce que vous allez couper toujours un de chaque. Le frêne blanc, vous savez, le frêne, avant qu'il y ait la grille, c'était une de nos espèces. Les frênes, c'est une de nos espèces préférées en haie brisant, ils se comportent très très bien.
chêne agro-fruits. Bouleau blanc, c'est une espèce que je trouve très intéressante, que j'utilise en haie pas mal, mais dans une courte rotation, 20-25 ans. J'ai même des projets actuellement où on recueille l'eau de bouleau. Je sais pas si vous savez comment ça peut se vendre, l'eau de bouleau, là. Mais ça peut se vendre jusqu'à 60$ le litre, juste l'eau, là. Ils utilisent ça dans les spas en Europe. Moi, j'étais estomaqué de voir ce qu'on pouvait faire avec ça. On a un projet de recherche, justement, pour aller plus loin là-dedans. Avec le bouleau blanc et le bouleau jaune. Mais nous, ce que j'aime bien, moi, c'est le bouleau blanc. Pourquoi? Le bouleau blanc, en milieu ouvert, il se comporte mieux que le bouleau jaune, qui n'a pas de dominance apicale. Le bouleau jaune, il a besoin d'être conduit serré avec d'autres espèces à côté de lui. Une écorce fantastique aussi, c'est un arbre qui est très beau. Il y a des maladies dedans, mais tous les arbres ont des maladies ou des insectes qui les affectent. L'érable rouge, on a eu plus de problèmes avec ça. Difficile d'implantation, mais on n'a pas eu le même succès qu'avavec le chêne ou même l'érable à sucre, j'ai eu plus de succès que l'érable rouge. Mais il faut voir que l'érable rouge se comporte mieux dans des situations difficiles que l'érable à sucre. Peuplier hybride, on arrive au peuplier. On a planté beaucoup de peupliers parce que nous, on était avec des producteurs agricoles. Les producteurs agricoles, ils veulent avoir un rendement assez rapide. Ils veulent pas attendre 10-15 ans avant que ça pousse. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a planté au départ du peuplier hybride en rangée simple, puis avec le temps, on a commencé à mettre du chêne. Puis à savoir que le chêne rouge réagissait très bien au compagnonnage du peuplier. Ça, c'est un exemple de peuplier et chêne. Après ça, on a coupé les peupliers, puis on se retrouve avec du chêne. Donc, c'est intéressant, ça marche très, très bien, puis ça a été planté sur plusieurs dizaines de kilomètres, ça, ce système-là, dans un sol très sableux. À ce moment-là, le prix du peuplier était bon. Là, le prix du peuplier actuellement n'est pas bon. Fait qu'on a de la misère à payer ce que ça coûte pour l'opération. Fait que c'est un peu frustrant. D'autant plus qu'on a mesuré des bonnes quantités de bois là-dedans. Dans nos haies qu'on fait, moi, beaucoup de mes étudiants travaillent dans nos projets. On essaie d'implanter toutes sortes de variétés différentes parce que c'est comme ça qu'on va augmenter notre expertise. Par exemple, si vous avez du févier d'Amérique que j'ai planté chez Christian Jonca, qui pousse assez bien, qui est une bonne espèce pollinisatrice. Feuilles nobles et arbustes sur 2 rangées, ça c'est le modèle européen qu'on a adapté avec une distance peut-être un peu moins grande entre les... Sotner, dans les livres qu'il faisait, c'était très, très, très serré, puis au départ, les gens ne juraient que par Sotner au Québec. On est arrivé, j'ai dit, mais là, vous plantez trop serré, ça vous coûte trop cher d'arbustes, puis avec la quantité de neige que ça amène le long des haies, c'est pas très intéressant. Un système que M. Claude Guinaudot m'avait montré en Normandie. Vous voyez, c'est très, très beau, très propre. Moi, j'étais toujours impressionné par comment c'était propre en France, les campagnes. Je leur arrêterais pas de leur dire. Vous voyez, c'est le même système. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une taille verticale des arbustes qui se fait, qui est mécanisée, qui empêche justement les branches basses d'aller vers le champ. Ça, je trouve ça intéressant. Puis on a une production d'un fût qui est intéressant ici. On en a fait aussi dans les terres noires, frêne rouge, viande dentée, chêne rouge. Peut-être pas avec le même entretien que ce qu'on vient de voir, par exemple. Ici, vous avez du frêne, du chêne, puis des sureaux à la pocatière. On a je vous dirais, quasiment une centaine de kilomètres de haies qui permettent finalement de vérifier les progrès qui se sont faits sur 30 ans. Protection de bâtiments, l'épinette, il va aller un peu plus vite là-dessus. On en a parlé tantôt, mais un exemple qu'on a récolté du peuplier, les gens ne reviennent pas, le volume de bois, 1 mètre cube solide, juste les fûts là, par arbre. Donc 90%, mais ça a été fait, ça a été planté en 81, récolté en 2005. Les gens me disaient, il y a un gars qui est venu me voir, il dit, moi je te ramasse ça, mais tu vas me payer pour que je le ramasse. Je dis, je vais aller voir une autre personne. Je suis allé voir un de mes amis qui travaillait dans le syndicat des producteurs de bois de la Pocatière. Finalement, on s'est aperçu qu'on a fait de l'argent avec ce peuplier-là. Il était de qualité sillage à 90%. Ça veut dire que ça prenait 7 arbres pour faire une corde de 8 pieds. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les cordes, là. Mais 1 mètre cube par arbre, c'est minimum parce que ça, c'était même pas mes meilleurs clones. Fait que le modèle dont je vous ai parlé tantôt, c'est le modèle à 3 rangées qu'on a vu tantôt, là, avec le peuplier au centre. L'épinette du côté du champ parce que le système racinaire est peut-être un peu moins important. Puis de l'autre côté, j'avais mes feuillus avec mes arbustes. Du côté du producteur, lui, ce qu'il va voir, c'est ce qui est beau, là. Le choix et l'arrangement des végétaux, il faut que ce soit, on revient sur des critères fondamentaux, mais c'est ça, ça prend une diversité, il faut que ce soit adapté au sol et au climat, ça prend des espèces à valeur ajoutée, il faut réduire au maximum les interactions avec les cultures et les opérations culturelles et tenir compte de l'entretien. Si vous avez un producteur
il n'y a aucune volonté manifeste de vouloir entretenir sa haie. Plantez-lui pas des espèces qui manquent d'entretien. Vous allez vous frapper un mur. Il faut que soit que vous trouvez quelqu'un pour les entretenir à sa place, ou vous plantez des espèces qui demandent moins d'entretien. Regardez les coûts d'entretien. On a taillé dans un de nos projets, on est 3000 arbres. On a vérifié tous les coûts, qu'est-ce que ça coûtait. Puis, quand on parle de taille de formation, on voit qu'il y a une différence de coût entre 1 à 3 mètres et 3 à 5 mètres, tout simplement parce que plus les arbres sont hauts, plus c'est compliqué. Ça prend un outil télescopique, c'est plus facile de tailler un arbre à ta hauteur que de tailler un arbre qui a 3 mètres à 5 mètres. Puis, c'est les coûts. Vous avez les coûts par opération puis les coûts par arbre. Ça, j'imagine que ces présentations vont être disponibles sur c'est des coûts très, très récents, je pense que ça date de l'année passée. Donc, il y a des coûts d'associés à ça, puis quand on rentre ça dans nos modèles économiques, c'est évident que la plantation de haies brise-vent puis de bandes riveraines nécessite une contribution de l'État. Sinon, le producteur ne pourra pas supporter ça lui tout seul. Est-ce que j'ai encore 2 minutes? Juste pour parler tantôt d'une question sur les racines. Le choix d'emplacement, très, très important. Pas juste le choix des végétaux. On essaie de réduire les pertes d'espace cultivable au maximum et les interactions négatives avec les cultures et les opérations culturelles. On parlait des drains. Ça, c'est un exemple qui vient de Todd-Lutie, en Ontario. On va envoyer cette diapo-là. Vous voyez, ça, c'est un drain. Puis en le mouillant, on commence à avoir toutes les fibres. On voit les racines. Ces racines-là, moi, ça fait 25 ans que je me faisais taper les oreilles par les producteurs. Les racines bouchent les drains, les racines bouchent les drains. Fait que là, on a entrepris un projet avec Anne Vanasse et Pierre-Emmanuel Plante, qui est étudiant en agro pour l'Historie à l'Université Laval. Il vient de terminer là, sa maîtrise, ça a été accepté tout. Je vais vous montrer quelques-uns de ces résultats-là. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on a creusé à 2, 6, 9 mètres avec une pépine. Puis là, Pierre-Emmanuel, il s'est penché dans le trou, job d'étudiant à la maîtrise. Il comptait toutes les racines, à différentes hauteurs. Ça nous a permis de voir des choses très intéressantes. On a pris le peuplier qui est réputé le pire, le saule qui est pas bien mieux, puis l'épinette qui est réputée la moins pire. Donc on s'est dit, on a regardé dans l'argile, on a regardé dans le sable, comment ça se comportait. Puis, en gros, si on regarde ici, la densité racinaire, ça c'est à 2 à 6 mètres de la haie pour le peuplier. Souvent, on n'avait même pas besoin de creuser à 9 mètres parce qu'il n'avait pas de racines. Là, on parle des arbres qui étaient quand même assez hauts. On parle d'une quinzaine de mètres, même 20 mètres dans certains cas. Puis, en comparant le peuplier et le saule, c'est vrai que le peuplier, en surface, il y avait plus de racines. En profondeur, par contre, ça s'amenuisait. Mais il y a des racines jusqu'à 1 mètre de profond. Or, les drains se trouvent à peu près 90 cm, 1 mètre, ça peut être moins que ça aussi, dépendant du type de sol. Donc, il y a une possibilité que les racines des arbres obstruent les drains, mais dans la littérature, on parlait de ne pas installer, par exemple, des peupliers à moins de 30 mètres des drains, ce qui est complètement ridicule. On pourrait dire, moi, je vous ramènerais ça à 10 mètres avec un coefficient de sécurité numéro 1. Surtout si on cultive à chaque année. Ce qui est pas le cas. Moi, chez nous, j'ai des peupliers sur ma terre, sur mon terrain. Et les peupliers, je cultive pas nécessairement partout. J'ai un jardin, mais je cultive pas partout. C'est que mes racines de peupliers, effectivement, j'ai coupé des peupliers dernièrement, parce qu'ils étaient rendus trop gros. Et toutes les drageons, ça a poussé partout sur le terrain. Mais c'est pas un champ qui est cultivé. Quand on parle d'un terrain cultivé, c'est une autre situation. Puis on peut voir qu'on n'a pas à s'inquiéter autant qu'on s'inquiétait. Puis ce qui est remarquable, c'est que le saule et l'épinette, on n'a pas marqué de différence entre les deux. C'est qu'on avait une extension racinaire qui n'était pas plus grande d'un côté que de l'autre. Là, on parle de saule arbustif, par exemple. En conclusion, là, je peux vous dire, j'ai fait le tour, les avantages des haies sont très bien connus. Les techniques d'implantation au Québec sont maîtrisées. Le choix des végétaux est adapté au sol et au climat qui répondent aux objectifs. On connaît assez bien ce qu'il faut faire, mais c'est au niveau de l'entretien que le bas blesse. Il faut absolument faire quelque chose pour entretenir nos arbres. Nous, ce qu'on avait songé, c'était des coops. Il y a une coopérative des produits forestiers lignés qu'on avait essayé de mettre sur pied. Ça marche, là, mais ça s'est orienté vers d'autres choses qu'à un moment donné, c'est pas facile. Parce que la mise en marché des produits qu'on fait, c'est ça qui est compliqué. Il faut absolument valoriser l'espace occupé par la haie. Ça nous prend des arguments économiques pour convaincre les producteurs. Puis pour convaincre, on s'attaque trop souvent juste aux producteurs, il faut convaincre aussi les MRC. Les autres, moi je me rends compte de ça, cette année avec le voyage qu'on a fait avec des gens qui n'étaient pas nécessairement du même milieu que nous autres, ça a été très, très intéressant. Parce que ces gens-là qui travaillent pour les CLD, SADC, etc., là, il faut convaincre aussi parce que c'est des gens qui vont avoir un pouvoir d'influence sur des décisions qui vont se prendre au niveau des municipalités régionales et comtés.
Puis si on veut faire avancer les choses, il ne faut pas les oublier, ces gens-là. Là-dessus, je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi. S'il y a des questions, vous pouvez vous avancer au micro. Je pense que les gens ont faim. Bonjour, Alexandre Guépicard, étudiant à la maîtrise en sciences forestières. Je fais à peu près le même travail que votre étudiant qui comptait des petites racines. Le programme Prime Vert, si j'ai bien compris, il me semble qu'ils sont en plus de difficultés à le faire renouveler. 400 km de haies par année depuis 20 ans, ça l'augmente pas, c'est stagnant. Pourquoi aussi peu d'intérêt considérant tous les avantages que vous nous énumérez? Puis, c'est quoi la façon de convaincre les agriculteurs d'en implanter plus? Est-ce que c'est seulement financier ou... Non, c'est pas seulement financier. C'est culturel. Tu sais, quand t'as les 2 générations, t'as coupé des arbres, t'as essouché des champs pour cultiver, ça reste dans ta culture. Il y a des gens aussi qui... Tu sais, on parle souvent que c'est beau des arbres, mais moi, il y a des producteurs qui ne trouvent pas ça beau des arbres. Ce qu'ils trouvent que c'est beau, là, c'est un beau champ, pas d'arbres. Fait que ça, c'est au niveau culturel. Puis aussi, l'interférence avec les opérations culturelles. Eux autres, avant, là, il y avait souvent des lignes, ils appellent ça des lignes de branches, eux autres. Souvent, une ligne de branches, là, c'est des branches qui ont poussé tout seul dans le fossé, ou dans la clôture. Puis ça, ils haïssent ça au bout, parce que c'est pas entretenu. Ça s'élargit, puis que là, ils perdent d'espace. Puis à côté de la ligne de branche qui est trop dense parce qu'elle n'est pas entretenue, ben, le foin sèche moins vite. Fait que, puis le problème qu'il faut s'adresser, c'est qu'en Montérégie, même s'ils se plantent quand même, ils se plantent une centaine de kilomètres par année dans ce coin-là, il y a un besoin qui est beaucoup plus grand que ça. C'est là qu'il faut percer. Moi, je vous dirais que dans ma région, chez nous, j'assure un suivi, ça, je pense qu'on a atteint, je pense pas que je vais en convaincre beaucoup plus que c'est là. Mais en Montérégie, il y a un potentiel. C'est là qu'il y a le bassin de terre agricole aussi. Puis c'est là qu'il faut agir. On en parlait l'autre fois ensemble cette semaine parce qu'on se dit, si on n'intervient pas là pour améliorer la situation, ces gens-là, c'est des entrepreneurs. Puis ce qu'ils veulent, c'est des arguments économiques. C'est normal. Puis ils voient pas nécessairement le sol, c'est un support à leur culture. C'est pas nécessairement un milieu de vie. Ça, c'est une autre chose. Puis vous voyez qu'on a des problèmes de compaction mais je me dis, tout cela étant dit, là, il y a quand même des gens qui sont ouverts. On a fait des campagnes de sensibilisation dans ces coins-là. On a planté des haies de démonstration. Mais malgré cela, si ça lève, il y a peut-être eu une erreur. Il faut un suivi très, très, très fort pour pas laisser les producteurs, si ça marche pas, tout seul avec ce qui marche pas. Moi, je me suis aperçu, nous autres, des fois, ça marchait pas. J'ai replanté des arbres avec les producteurs. On recommençait. Ça prend un suivi et une attention vraiment forte. Mais il reste là que, je vous dis que les arbres, dans bien des cas, c'est assez mal perçu. Puis aussi, ils pensent aussi que ça apporte des insectes et des maladies. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut travailler fort là-dessus. Mais si on arrivait avec un système, là, actuellement, je travaille avec un système dans le sud du Québec, dans les terres noires. Si on arrive à l'implanter puis ça marche, ça veut dire que c'est un système, il faut que ça soit mécanisé. Les autres, tout est mécanisé aujourd'hui, c'est ça. Il faut avoir un système qui corresponde, qui se rapproche de ce qu'ils font déjà. Si tu leur demandes d'avoir d'autres machineries, d'autres trucs qu'ils n'ont pas nécessairement sur leur ferme, ben là, d'ailleurs, tu vois, la récolte de biomasse, le bio-bailleur, là, actuellement, on va vers d'autres choses. À l'Université Laval, ils travaillent sur une tête d'ensilage, là, qui va pouvoir se mettre sur des équipements qu'ils utilisent déjà. C'est ça que ça. Il faut se rapprocher du producteur. On peut bien dire il veut pas, mais il faut voir pourquoi il veut pas. Là, on a déjà fait des enquêtes là-dessus. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut trouver un argument économique. Sinon, on n'y arrivera pas. Il faut bien compter c'est quoi les biens et services environnementaux puis le compenser s'il faut. Longue réponse, hein? Mais comme dit, question difficile, par exemple. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marguerite. Mm-hmm.
C'est une bonne question. En fait, moi, je l'ai pas testé personnellement. John Court, dans l'Ouest canadien, l'a fait. Il a fait des études de cernage, de racines. Effectivement, ça réduisait la compétition, je pense, l'année du cernage. Mais quand tu cernes, qu'est-ce que tu fais? Si tu tailles une racine, il y aura d'autres racines qui vont se reprendre, j'imagine. Fait qu'à ce moment-là, ça peut aussi forcer à explorer un autre horizon. Nous, ici, c'est différent des sols qu'en Europe. On n'observe pas tout à fait les mêmes choses. C'est normal. On n'a pas des sols aussi profonds qu'on a vu dans le coin de Montpellier. C'est incroyable, la profondeur des sols qu'il y avait là-bas. Je vous dirais, personnellement, moi, c'est une opération de plus que tu as à faire. Moi, j'irais plus à peut-être mettre des cultures moins exigeantes au niveau de l'eau, proche de la haie, que de cerner systématiquement des racines, parce que ça coûte cher, cerner des racines. On fait ça souvent, on fait des sous-soleuses. Tu prends un gros tracteur. Plus tu as d'opérations dans un champ, plus tu risques d'augmenter la compaction, puis plus ça te coûte cher. Donc, je suis pas nécessairement contre, mais je suis pas convaincu. Compte tenu de l'étendue des racines qu'on a vues tantôt, là, ça m'inquiète pas tant que ça. Là. Commençons par couper les branches, par exemple, qui vont dans le champ. Là, on va en parler un peu. C'est Laurie Brown de la Coop Culture Innov. Oui, bonjour. Vous avez parlé tantôt que les producteurs de bleuets demandaient des espèces dans leur haie brise-vent pour améliorer la pollinisation. Oui. Je me demandais quelle sorte d'espèces qui seraient recommandées pour ça. Très bonne question. On travaille là-dessus, puis on cherche parce que ça prend des espèces dont la floraison précède ou suit la floraison du bleuet pour pas entrer en compétition avec le bleuet. Donc, ça, c'est déjà un aspect technique. Là, quand on regarde la palette de végétaux qu'on a, parce que le gros des bleuets se font au Lac-Saint-Jean, là, on est quand même assez restreint. Là, c'est là qu'on pense à introduire d'autres espèces, malheureusement, là, qui sont pas nécessairement indigènes, mais de mélanger certaines espèces, peut-être comme certains saules qu'on va utiliser. Qui fleuriraient avant. Hein? Qui fleuriraient avant. Ouais. OK. Ou peut-être, mais après aussi, ce serait intéressant, parce qu'il faut garder... la pollinisation, ça augmente pas mal les rendements, si tu peux travailler là-dessus. Je vous dirais que dans les maritimes, ils sont plus avancés que nous autres, parce qu'ils ont eu des tentes, là, ils mettent des tentes avec des mégachilles, là, parce que la mégachille, son rayon d'action est moins grand que l'abeille qu'on utilise ici. Donc, tu es sûr que l'action se fait dans ton champ et non dans le champ du voisin quand tu mets ça. Les producteurs de Camerise vont sûrement demander la même chose. Oui, tout ce qui est... Ou tout, pire. Ouais, tout ce qu'il y a besoin. Mais à la limite, on pensait même installer des fleurs sauvages. Là. Ouais. Ça s'est fait au Lac-Saint-Jean, je pense. Il y a des études de fait là-dessus. Merci. Christelle de Deschambault, je fais la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. Comme ça, vous avez mentionné qu'il y avait un besoin, peut-être pour en discuter, les brises de vent, plus avec au niveau des MRC et le niveau de la municipalité. Comme ça, est-ce qu'il y a des choses qui sont en fonction au moment pour des campagnes de sensibilisation? Et de mon point de vue, au moment, je pense que peut-être ce serait intéressant aussi. C'est la première fois que que quelqu'un a mentionné les bénéfices pour les municipalités, surtout sur le déneigement. J'ai pas vu ça dans mes études à date et je pense que ça serait quelque chose qui est bien intéressant. Comme ça, est-ce qu'il y a des choses qui commencent à faire pour les sensibilisations à ce niveau-là? Oui, exactement. Vous avez tout à fait raison. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on va faire de la sensibilisation. On a fait un projet de biens et services environnementaux avec une firme, EcoRessources, je parlais tantôt, puis Activa avec Gaspésie. On n'a pas eu beaucoup, on met beaucoup de temps à faire le rapport, mais pas assez de temps à publiciser. Fait que souvent, dans nos recherches, on a de l'argent pour faire les rapports, pour faire de la recherche, mais on devrait toujours s'en garder un petit 10, 15, 20% de plus pour aller faire des promotions de ce qui a été dit, de ce qui a été sorti dans cette étude-là, parce que c'est super intéressant. Puis ça pourrait justement, ça prend des arguments économiques pour convaincre les autorités politiques. Oui, aussi, de mon expérience à date, de la point de vue de la municipalité, c'est pas juste les agriculteurs qui pensent des fois que les arbres sur le paysage ou dans les champs sont laids. Comme ça, s'il y a des moyens qui sont plus que juste des moyens environnementaux pour leur convaincre, d'une perspective économique, ça pourrait être très, très efficace, je pense. C'est ça. Ouais. Parce qu'on parlait de la bande riveraine, il y a beaucoup de producteurs qui sont malheureux. Ils ont beaucoup trop de cours d'eau chez eux. D'ailleurs, il y en a qui enterrent aussi des cours d'eau, des fois. Parce que quand tu as un cours d'eau, tu es obligé d'avoir une bande riveraine. Bon, j'ai dit ça, c'est toute réserve, là, mais ça nous est arrivé de voir des gars, des producteurs avec qui on travaillait, qui avaient enterré le cours d'eau. On arrive, on avait la carte des cours d'eau. Il faut avoir un cours d'eau ici, puis il n'y avait pas de cours d'eau
cherche le cours d'eau. Finalement, on s'est aperçu qu'il avait été déplacé. Il avait été redressé, il était rendu droit le cours d'eau. Parce que le producteur il perdait moins de champ. Mais avec ce producteur-là, on a eu toute une idée, on a fait un super beau projet. Puis il nous a permis d'installer des haies brisements, des bandes rivières, on a installé des avaloirs parce qu'on l'a convaincu. On y a apporté quelque chose. Parce que souvent, si on fait juste contraindre les gens, on n'arrivera pas à rien. Il faut toujours qu'il y ait un échange. C'est comme vous autres, c'est comme n'importe qui. On te demande de changer tes habitudes. Tu feras pas ça gratuit. Là. Il faut que tu aies quelque chose qui ça te rapporte. Mais c'est gagnant-gagnant, puis c'est dans ce sens-là qu'il faut un environnement travailler. Pas juste contraignant. Bonjour. Dans le fond, vous parliez de ramasser des baies et tout ça. Puis je me demandais si c'était rentable, si les agriculteurs pourraient être intéressés à tirer profit de ça. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Mais il y en a certainement, parce que j'en ai dans mes producteurs qui le font. Là. Mais c'est difficile pour eux autres, la mise en marché. Là, ça va bien quand quelqu'un t'appelle puis tu vas je ramasse tous tes aronias, mais si tout le monde se met à produire de l'aronia, le prix de l'aronia baisse. Ben, ce que je vous dis, c'est ça qui est compliqué, parce que quand tu as une production laitière, par exemple, ou une production porcine, ces gens-là, c'est ce qu'ils ont, ils ne trouvent pas ça nécessairement facile. Puis la récolte, là, maintenant, elle se mécanise. Dans beaucoup de petits fruits, on peut récolter mécaniquement. Puis ça a un gros avantage. Parce que récolter à la main, c'est long. Ben, eux autres, ils ont fait un petit peu d'argent avec ça. Là. Je ne peux pas vous dire que... Par rapport avec le brisant à cause de prime vert, ça n'a rien coûté. Là. Ça a coûté 10, ça a peut-être coûté 200$, 400$ du kilomètre. Puis il y en a un kilomètre avec des baies. Mais ce qui est vrai, c'est que dans ces études qu'on avait fait à cet endroit-là, on avait installé plusieurs types d'arbustes différents. Puis s'apercevoir que l'aronia et le sureau avaient des meilleurs résultats. Tu comprends? C'est que là, si on avait juste planté de l'aronia et du sureau, on ne savait pas au départ. T'sais. Fait que là, c'est pour ça que les autres, c'est pas tout à fait rentable, parce que c'est pas juste ça. Puis s'il y a une certaine rentabilité, ça te prend une concentration de haies dans un certain rayon pour pouvoir les frais de déplacement les amortir. Ça, en passant, je sais pas si vous savez c'est où. Ils font de l'huile d'argane avec une coopérative. Peu importe. Je suis assez parlé. Merci beaucoup.